Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on discute à nouveau de Junji Ito au travers de L'amour et la mort. Donc c'est la troisième lecture, le troisième manga que je possède et que j'ai lu de cet auteur, de ce mangaka que j'aime particulièrement. J'avais déjà fait donc une vidéo sur la très célèbre Tomie et puis sur Sensor également. Je vous laisserai donc aller les visionner si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va vraiment mettre le focus sur L'amour et la mort et les différentes autres courtes histoires qui sont mêlées à cette publication de chez Mangetsu qui se trouve normalement par ici. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Ainsi, L'amour et la mort a été publié en 2001 au Japon aux éditions Asahi Sonorama. Et puis en France, ça a été publié chez Delcourt Tonkam, initialement je crois en 2013. Et il n'y avait que L'amour et la mort qui avait une autre appellation il me semble. Et puis très récemment, là, début 2023, il y a les éditions Mangagetsu qui ont publié tout un tas de travaux de Junji Ito au travers d'éditions somptueuses. Vraiment pour moi c'est parmi les plus belles de l'univers du manga actuellement et en incluant d'autres histoires telles que je vous le disais que je vais vous présenter. En termes de classification, c'est considéré comme un CNN et composé de 416 pages qui est tarifé au prix de 27,95 €. Donc c'est des coûts assez onéreux pour cette collection-là de Junji Ito chez Mangetsu. Reste que, comme je vous l'ai dit, c'est assez magnifique, c'est très qualitatif, donc pour moi ça les vaut. On a une première histoire composée de 4 chapitres et d'un épilogue qui s'appelle L'amour et la mort, qui a été édité en 96. Et puis en 2001, il y a un épilogue qui est paru et qui complète un petit peu l'histoire et qui peut-être l'achève. Il semblerait qu'il y ait une adaptation en 2001 par un film de cette histoire, un film qui s'appelle Shibito no Koi wa Tsurai et qui aurait été réalisé par Kazuyuki Shibuya. Et puis dans la suite du manga, on retrouve L'étrange fratrie Hikizori. Donc ça, c'est une histoire qui a été publiée en 1995 et qui est composée de 2 parties. Et puis des histoires, quant à elles, plus courtes. Donc La maison des douleurs fantômes, publiée en 2000. Et puis Les Côtes, publié en 1999. On finit ce manga par Le souvenir de l'étron, le plus vrai que nature, publié en 1997. Et oui, vous n'êtes pas en train d'halluciner, j'ai vraiment dit ce que vous avez entendu. Moi aussi j'ai bugué, j'ai relu plusieurs fois le titre, mais bon. C'était ça. Ce que je vais faire dès à présent, c'est vous donner les synopsis associés à chacune des histoires et bien sûr mon opinion. Et je commence avec ce que j'ai aimé. Je vais vous parler de L'amour et la mort. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire si vous ne la connaissez pas. Donc tout se déroule à Nazumi. Donc c'est une ville qui est caractérisée par un épais brouillard constant, nuit et jour. Et dans ces ruelles nébuleuses, eh bien, il y a des adolescents qui s'adonnent à un étrange rituel de voyance qui consiste à demander son avenir au premier passant venu. Donc ça, c'est une coutume japonaise, on pourrait dire. J'ai jamais entendu parler de ça en France ou même en Occident. Mais comme d'ordinaire dans les travaux de Ito, du jeu innocent naît finalement un funeste cortège de suicides sanglants et une rumeur éclate. La mort rôderait aux intersections de la ville et porterait les traits d'un beau jeune homme qui exacerbe toutes les passions. Et nous, on est introduit dans l'histoire par le retour du personnage principal dans sa ville natale qui est Nazumi. Dès son arrivée, il découvre un phénomène de mode qui fait fureur dans son lycée, donc c'est ce fameux oracle des carrefours, avec voilà tout un tas de lycéennes qui attendent des étrangers au coin des rues et qui se cachent pour ne pas les voir, tout en leur demandant de prédire leur avenir amoureux. Il se trouve que le personnage principal, Yosuke, il a une histoire avec cette tradition, on va dire, une histoire assez funeste, et donc il a de dramatiques souvenirs qui lui remontent à la surface, particulièrement à partir du moment où l'une des lycéennes se suicide, suite à une prédiction d'un avenir malheureux. Et c'est alors qu'une longue série de suicides mystérieux s'ensuivent. Vis-à-vis de cette lecture, je vous dirais que j'ai directement été captivée. Le propos qui se veut vraiment mystérieux est très bien représenté et illustré par l'omniprésence du brouillard dans cette ville. Et contrairement à d'autres de ces mangas, ici la trame, elle est pas décousue. On a quelque chose d'assez cohérent, d'assez consistant au fil des pages. Le sens est là et d'ailleurs il nous est davantage accessible à mesure qu'on parcourt la lecture. Et cette idée d'un format continu, c'est vraiment quelque chose d'appréciable pour moi. J'avais
typiquement eu beaucoup de mal avec Tomie vis-à-vis de cette succession de courtes histoires. Et ensuite, comment ignorer ce dessin somptueux que peut nous proposer Junji Ito. Pour moi, il sait dessiner les personnages manga comme personne, et je dirais même qu'il arrive à incarner ce qui représente la beauté pour moi au travers de ses dessins des personnages, avec ses corps longilignes et ses visages avec des traits extrêmement fins, des mentons pointus légèrement avancés et des nez un peu en trompette avec le bout pointu, ses grands yeux au regard évocateur soutenus par de longs cils. Pour moi, c'est absolument magnifique, et ça me fait un petit peu penser aussi à la DA de Ayazawa. Ce que j'ai noté également, c'est que dans la dynamique du récit, il y a quelque chose d'assez surprenant qui s'est produit. Un procédé narratif, en fait, que j'avais déjà observé en musique ou en danse, classiquement. C'est, vous savez, prendre une partie du tout créatif, donc par exemple de la musique, on prend un bout et on va le reproduire à l'exactitude un petit peu plus loin. Bon, c'est un peu le concept du refrain. En musique, c'est assez classique, mais même dans la danse, c'est quelque chose qu'on insère dans les chorégraphies pour les dynamiser, pour leur donner une forme déterminée. Et j'avais absolument jamais vu ce procédé-là être utilisé dans l'univers du manga. J'ai trouvé ça génialissime de l'avoir ici. Pour vous expliquer, on est dans notre lecture. Il y a en fait une précipitation d'événements qui nous amène à la chute, celle qu'on attend depuis maintes et maintes pages. Puis juste après la page choc, on a une dizaine de pages qui sont dupliquées comme ça à l'exactitude. C'est comme si en tant que lecteur, on incarnait le personnage et qu'on revivait tout ce qui venait de lui arriver dans les dernières semaines. C'était absolument fort à voir. Et il y a un côté un petit peu aliénant aussi où on se demande, en tout cas personnellement, est-ce que je suis pas en train de vriller moi aussi, parce que vous savez, des fois on a cette impression d'avoir déjà vu, déjà lu. Est-ce que je suis pas moi aussi en train de perdre la tête comme l'expérimentent les personnages dans ces histoires. Donc autant vous dire que j'étais absolument bluffée par cette entreprise ingénieuse, et c'est ce genre de détails-là qui font que, voilà, pour moi, Junji Ito, c'est un artiste de très haut niveau. Puis ensuite, dans ce que j'ai aimé, je vous ai parlé de cette légende urbaine japonaise que je ne connaissais pas, et donc ça m'a permis de la découvrir. Donc celle qui s'appelle l'oracle à la croisée des chemins, qui consiste donc, tel que je vous le disais, à poser une question vis-à-vis de sa vie amoureuse, ou une question existentielle en tout cas, importante pour les personnes, au premier passant qui se présentera devant lui. Derrière cette initiative, il y a évidemment la variabilité de la personne, avec sa personnalité, avec son vécu et avec son humeur du jour. Et cette variabilité, je trouve qu'elle incarne plutôt bien la multitude de facteurs qui viendraient interagir dans les situations de vie. Et en ce sens, je trouve pas que c'est complètement insensé comme pratique. On peut, d'autant plus si on croit au destin et aux signes, bien que initialement ça puisse paraître totalement aberrant, pour moi ça peut avoir une certaine crédibilité, en tout cas au même titre que d'autres pratiques qu'on peut avoir. Et puis dans cette histoire, on va suivre un homme qui prophétise quant à lui la malchance et qui vient aliéner les jeunes femmes, qui les conduit notamment à la mort, tel qu'on l'a dit, au suicide. Et cette première caractéristique d'attendre le discours d'une personne sur sa propre expérience, je trouve qu'elle met en évidence combien le poids des mots peut avoir de l'importance, combien il est lourd de conséquences souvent. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans les croyances shintoïstes, donc la religion qui domine entre guillemets au Japon, qui considère clairement que les mots ont un pouvoir spirituel. Et ce que j'ai surtout aimé dans L'amour et la mort, c'est que j'y ai vu un parallèle extrême et morbide entre ce qui lie l'amour et le désespoir en chacun de nous. Et je débuterai ce propos-là par la citation qu'on retrouve dans la postface de Morolian, qui nous dit « Terre de contraste, l'horreur s'amuse à opposer les fantasmagories les plus horribles aux sentiments les plus purs. » Effectivement, on sait combien les ruptures peuvent être dévastatrices dans nos vies à tous, et en ce sens, elles peuvent générer une immense souffrance, peut-être des traumatismes, en tout cas des charges émotionnelles très conséquentes au cours de nos vies. Et ce, parce qu'avec les ruptures, il y a mettre fin à des attentes, il y a le rejet parfois, le deuil à faire. Donc toutes ces étapes très complexes à appréhender pour notre conception globale des choses. La personne qu'on a le plus aimée deviendra la personne qu'on va la plus détestée ou la plus ignorée. Donc on peut sans mal imaginer combien c'est déroutant pour notre cerveau qui aime que tout soit simplifié, catégorisé. Avec le rejet amoureux vient la dévalorisation de soi et puis les croyances négatives qui peuvent se diffuser même sur tous les autres domaines de la vie. Il n'est pas rare de voir des individus qui se séparent d'une relation amoureuse et qui vont faire une dépression derrière. Et comme d'ordinaire, ce que je vous partage là, c'est les parallèles, les échos, les réflexions que cette lecture m'ont induit. J'ai l'impression que dans L'amour et la mort, aimer et
Et espérer, ça va de pair avec justement cette perte de soi, avec l'horreur et même jusqu'à la dégénérescence, puisque les individus et typiquement ces femmes vont sombrer dans la folie, devenir aliénées et puis aller droit vers la mort. Et finalement, pour moi, ça nous rappelle combien ce que l'on interprète comme étant de l'amour de l'autre, ça peut lui conférer un pouvoir très puissant sur nous. Cette histoire, elle raconte aussi, et comme de nombreux autres propos dans l'univers créatif de Ito, qu'une personne qui a été maltraitée, qui a été blessée, elle a beaucoup plus de chances de reproduire ça. Cet homme, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui aliène les femmes, il est appelé dans le récit le beau jeune homme à la croisée des chemins, et il est pour moi l'incarnation de ce phénomène. Pour terminer sur l'amour et la mort, je vous parlerai d'une réflexion que j'ai eue et qui est peut-être un petit peu poussée, mais que je tenais à vous partager. Comme d'ordinaire, je fais des références à ce qui se passe dans la lecture, mais sans rentrer dans le détail pour ne pas spoiler. Je me dis ainsi que si vous ne l'avez pas lu, ça vous tiltera quand vous le lirez, mais vous n'êtes pas spoilé. Évidemment, pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez de quoi je parle. Donc dans cet épilogue, on a le jeune homme vêtu de blanc qui vient se mêler au jeune homme vêtu de noir. Ça vient comme dissoudre l'effet de la couleur et des effets sombres. Et ce mélange se produit comme en conséquence aux paroles bienfaisantes du personnage principal. Et personnellement, ça m'a fait penser, vous savez, à ce genre de situation où un de nos proches vient de se séparer et il vient parfois se confier à nous. Et puis, ça nous est sûrement tous déjà arrivé. Il semble se raccrocher à la relation par tout ce qu'il peut. Et alors, dans ce moment-là, souvent, les personnes, elles vont tenter de raisonner leur ami, rappelant combien la relation et la personne n'ont plus de quoi alimenter leur amour, ont pu être décevants. Et personnellement, je suis de ceux qui agissent plutôt à l'inverse. J'encourage presque mes proches à persister dans des relations. Bon, bien sûr, restons précautionneux, je parle pas de choses trop extrêmes avec de la violence, voilà, mais dans des relations amoureuses où les personnes sont dans cet entre-deux et ne savent pas quoi faire. Moi, je suis plutôt du style à encourager tant qu'il resterait quelque chose et à se confronter en fait à la relation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir et que en eux, ils ressentent vraiment que c'est terminé. Parce que je considère que seule la personne peut se rendre compte de ce qu'il en est et ensuite agir en conséquence. Et au contraire, étant en plus personnellement réfractaire à tout ce qui est conseils, ordres en tout genre, directives, voilà, je me situe un peu comme ça. Et donc je reviens un petit peu sur l'amour et la mort. Ici, le beau jeune homme tout de blanc vêtu, il encourage les esprits de femmes torturées à persister dans leur amour. Donc il donne en fait des prédictions agréables, bienfaisantes. Et il n'y a que par le don d'encouragement, de positivité, d'espoir que les femmes peuvent finalement se délivrer de la malédiction. Ainsi, tel que vous l'aurez compris, dans cet élément-là aussi, j'ai perçu pas mal de sens. Et je vais vous parler maintenant dans ce que j'ai aimé de La Maison des douleurs fantômes. Donc il s'agit d'un one-shot de Junji Ito qui raconte l'histoire d'un homme qui est au chômage depuis un certain temps et un jour reçoit une offre d'emploi. Donc évidemment, il se présente et il obtiendra ce job. Il devient donc employé dans un manoir très étrange où un jeune garçon semble souffrir de douleurs fantômes. Son métier consistera donc à tenter de soulager les douleurs atroces que semble subir le fils. Il a un père et une mère qui vivent avec eux et qui semblent absolument obsédée par la tentative de soulager le jeune garçon. Personnellement, j'ai trouvé cette histoire géniale. Elle centre vraiment le propos sur la question de la douleur et je trouve que c'est plutôt atypique dans l'univers littéraire et particulièrement du manga. Et pourtant, c'est une thématique centrale à nos vies à tous. Ça a mis aussi en évidence les différences inter-individuelles, le fait que les personnes expérimentent différemment leurs sensations. Étant particulièrement intéressée par la question d'interoception, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt. Et ce qu'on voit en fait, c'est que dans un contexte aussi extrême, là, ce manoir où il y a un individu qui souffre tellement que la douleur semble être diffuse, ils vont en fait, ces différents employés, parce qu'il n'y a pas que le personnage principal, ils sont un petit groupe à travailler pour ce jeune garçon, en train de masser en fait comme ça dans le vide et à tout un tas d'endroits dans le manoir parce que le jeune garçon ressentirait des douleurs dans le plafond en haut à droite et puis au sous-sol à côté des... Enfin bref, c'est lunaire évidemment comme d'habitude. Donc c'est un contexte très particulier où la douleur semble être diffuse et présente un peu partout dans le manoir. Et ce qu'on constate, c'est que selon les employés, certains semblent comme dissociés de la douleur et d'autres, ils semblent, et c'est notamment le cas du personnage principal, comme davantage sensibilisés. Et donc on y voit, je trouve, ces deux adaptations-là dans ce métier dans lequel ils doivent sans cesse investir dans l'idée d'atténuer la douleur
atroce qu'il ressent. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a cet ancrage réaliste, on a un fil continu et qui a du sens, avec des éléments quand même fantastiques qui s'ajoutent et qui donnent une impression que ça pourrait presque arriver finalement. Et puis, à nouveau, dans cette histoire-là, il y a une ambiance qui est très bien représentée, qui est pesante, qui est insensée et qui s'accroît au fil des pages. Le personnage principal qui reste peut-être le plus adapté nous permet en plus de ça de nous identifier et d'éprouver de la compassion pour lui. Et je passe maintenant à la troisième histoire que j'ai particulièrement aimée, qui s'appelle Les Côtes. Donc cette histoire courte, elle fait partie totalement de mes coups de cœur dans les travaux de Ito, parce qu'elle a du sens pour moi, cette thématique qui va être abordée et qui est celle du corps. Je trouve que c'était là aussi absolument incontournable à faire dans l'univers du manga. Et ce qu'il y a au cœur du one-shot, c'est donc l'évaluation sévère de son corps. Dans cette histoire aussi, on a un personnage féminin qui incarne l'horreur. C'est souvent le cas dans les récits de Ito. C'était une exception pour moi de voir plutôt des hommes en personnages principaux et des hommes maléfiques dans l'amour et la mort. Mais ici, dans Les Côtes, on a aussi ce personnage maléfique et qui vient exercer sa torture par la voix sonore. J'ai aussi trouvé ça très intéressant et très pertinent. Et j'ai trouvé cette métaphore-là également très pertinente. Donc cette figure d'horreur, elle joue de la musique et puis elle génère comme ça de la douleur et des obsessions en exerçant une pression sonore au niveau de la tête des personnages. Selon moi, l'art transparaît véritablement ainsi. Il permet d'exprimer ce que l'on ressent, de rendre tangible ce qui souvent est complexe à représenter. Et à titre personnel, je trouve que Junji Ito excelle dans ce domaine. Pour passer maintenant à ce que j'ai moins aimé, je vais vous parler de L'étrange fratrie Hikizori. Donc c'est la seconde histoire composée de 2 parties qui est donnée à lire dans le manga. Ce qui caractérise cette histoire et qui la différencie des autres, c'est qu'ici l'horreur, elle est franche, elle est écœurante, elle est grotesque. On a des personnages qui sont cruels, qui sont répugnants, vraiment au paroxysme. Pour moi, c'est un petit peu trop poussé, justement. Je trouve que l'histoire, elle part en live complet, que ça en devient absurde, et du coup, personnellement, ça me plaît un petit peu moins. Un peu comme, vous savez, quand il y a des chanteurs qui chantent hyper bien, mais quand ils donnent tout ce qu'ils ont, des fois, c'est un peu... ça peut gâcher. Je fais des échos dans ma tête, là, du coup, je vous les partage. Je sais pas si ça vous parle. Mais typiquement, des chanteuses comme Pomme, on sent qu'elle a du coffre, qu'elle en a sous la pédale. Mais elle est toujours dans un chant très précautionneux, très mesuré. Pour conclure sur cette histoire, j'ai noté que j'aime davantage quand il y a des contrastes avec des moments plus doux et avec plus de réalisme. Enfin, je vais vous parler pour ce que j'ai moins aimé de cette histoire finale, Le souvenir de l'étron plus vrai que nature. Donc c'est une histoire qui est développée, je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas qui s'étend sur 2 pages. Et vous savez peut-être que moi j'aime énormément quand c'est très long, très développé, très détaillé, très exhaustif. Et évidemment en 2 pages c'est compliqué voire infaisable. Et puis même sans ça, j'ai pas trouvé d'intérêt particulier à cette histoire qui place en thématique centrale la merde. Disons les termes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage de finir la lecture d'un manga qui m'a autant plu, que visuellement je trouve aussi beau, que vraiment je place dans mon top de mes lectures favorites par cette histoire-là. En conclusion, pour cette vidéo, je vous dirais que cette œuvre, c'est un recueil de thématiques vivantes qui dépeint les émotions les plus saisissantes qui puissent être expérimentées humainement. Mes histoires préférées, pour rappel, ça a été L'amour et la mort et Les Côtes, parce qu'elles ont ciblé toutes 2 cette question de devenir plus séduisante, plus attirante et allant de pair celle de se sentir de fait avoir de la valeur. Je pense qu'il s'agit d'une problématique qui anime de nombreux êtres sur cette terre, particulièrement les jeunes femmes, c'est statistiquement avéré. Et c'est des enjeux qui me touchent également. Donc je suis ravie d'avoir pu lire un manga qui met un petit peu ça en lumière et qui le traite d'une façon aussi fantastique que ce qu'a pu faire Junji Ito. Vous l'aurez peut-être entendu, mais c'est ma lecture favorite des 3 mangas que j'ai pu lire. Comme d'ordinaire, on est plongé dans le monde intérieur des personnages, dans leur corps et leur esprit, et je trouve que ça aussi c'est une caractéristique qui est vraiment très importante. Junji Ito, il arrive à faire le lien entre le corps et l'esprit, ce qui n'est pas encore gagné, et ce dans divers domaines, la psychologie, le manga et la conception de la santé, je pense en général. Ça évolue, mais c'est pas encore parfait. Et puis pour finir, j'ai noté que
sans que je n'ai pu le soupçonner initialement. J'ai découvert en faisant mes recherches que Junji Ito aurait énoncé au Festival d'Angoulême que son histoire L'amour et la mort était sa favorite. Donc on s'accorde à peu près sur ça et je trouvais ça sympathique de vous le partager. Et donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé autant d'intérêt que ce que moi j'ai pu apprécier cette lecture. N'hésitez pas si vous avez apprécié à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est un contenu qui peut vous plaire. Quant à moi, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!